Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de corde vibrante amortie. On va rajouter une force de frottement à la description de la corde vibrante, une force de frottement fluide. Et on va voir ce que ça va modifier sur la résolution de l'équation de D'Alembert. Ça va nous mener à la notion de dispersion, d'absorption d'une onde le long de cette corde. Et donc ça, c'est une technique très classique sur les ondes mécaniques en général. L'année dernière au concours CCP, il y avait exactement cette technique qui était utilisée, mais le long d'un câble coaxial. Et donc cet exercice va être en fait un prétexte pour voir un canevas de résolution assez général de ce type de situation où on te demande d'établir et de résoudre une équation des ondes, mais ça va être l'équation de D'Alembert à laquelle va se rajouter un certain nombre de termes qui rendent cette équation de D'Alembert, qui est réversible, un peu plus réaliste en tenant compte d'une manière ou d'une autre, par exemple d'un amortissement. Et donc c'est le cas ici, donc on va démontrer que cette corde amortie vérifie cette équation. Donc là on reconnaît le noyau dur de l'équation de D'Alembert, mais on a cette dérivée première en temps qui va se rajouter. Et donc on va voir les conséquences que ça va avoir sur la relation de dispersion, sur la nature des ondes qui vont se propager le long de cette corde. Et donc typiquement la dispersion et l'absorption, comment ça se manifeste, qu'est-ce que c'est mathématiquement, physiquement, comment est-ce que cela se traduit? C'est le menu de cette vidéo. Donc pour démontrer l'équation vérifiée par y de x et de t qui est l'écart donc de cette corde par rapport à sa position d'équilibre qui est supposée horizontale en y égale 0 pour tout x, on néglige l'influence du poids. Comme d'habitude dans ce type de contexte, on considère que la corde est infiniment souple, donc la tension va être tangente au profil de la corde et on définit alpha, l'angle que fait donc cette tension, cette tangente à la corde en un point, avec l'axe des x. Et donc on a une tension T en x plus dx et de t. Donc par définition, cette tension, c'est la force exercée par la partie droite de la corde sur la partie gauche. Et nous, on est en train de regarder les forces exercées sur ce petit tronçon de corde entre x et x plus dx. Et on rajoute donc cette force de frottement fluide. Et donc à gauche, ici, on a la force moins T de x et de t, puisque là, on est en train de regarder la force exercée par la partie gauche sur la partie droite. Donc, comme par définition, T, c'est la force exercée par la partie droite sur la partie gauche, et que nous, on regarde la force qui s'exerce sur le petit tronçon qui est à droite ici, donc on va mettre un moins ici. Donc, ce n'est pas parce qu'on a projeté, mais c'est simplement la définition même de la tension T exercée par la partie droite sur la partie gauche. Donc, le théorème du centre d'inertie appliqué à notre tronçon va s'écrire tout simplement masse linéique, donc la masse par unité de longueur fois dx, donc ça c'est la masse dm, donc fois l'accélération, et on va considérer que l'accélération est purement verticale, donc c'est la somme des tensions, donc tension en x plus dx et de t, moins tension en x et t, plus la force de frottement, donc lambda dy sur dt en x et t fois dx. Donc, vecteur u, y. Donc, vecteur égale vecteur, élémentaire égale élémentaire. Donc, voilà l'équation qu'il va falloir projeter sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc, sur l'axe des x, évidemment, on va tout linéariser. Donc, cosinus alpha vaut pratiquement 1 et sinus alpha est équivalent à alpha. On est à l'ordre 1 pour les deux développement. Donc sur l'axe des x, la projection, donc l'accélération sur x est nulle, va nous donner 0 est égal à, donc à t de x plus dx en norme, cosinus alpha en x plus dx, alors et de t bien sûr, bon je mets que la dépendance en x, moins t de x cosinus alpha en x. Les cosinus alpha vont être à l'ordre le plus bas, donc pris égaux à 1, et donc on se retrouve avec, voilà, c'est la démonstration classique de la corde vibrante. Donc t de x plus dx en norme est égal à t de x, pas en direction mais en norme, donc égal à t0, puisque en fait, donc on voit que la norme de la tension ne dépend pas de x. Et donc en projetant sur l'axe des y, on va obtenir donc l'équation intéressante.
donc la masse ionique fois dx fois d2y sur dt de l'accélération, donc est égal à t0, donc cette fois-ci il faut projeter sur le côté opposé à l'angle alpha, donc sinus de alpha en x plus dx, et de t, hein, mais je ne l'écris pas, moins sinus de alpha de x. Donc, et puis on rajoute donc cette force de frottement fluide exercée donc, par le milieu sur notre tronçon de corde. Donc en linéarisant, eh bien, on va dire que les sinus sont assimilés à alpha. Donc on récupère T0 d alpha sur dx fois dx moins lambda dy sur dt fois dx. Mais alpha est assimilable à tangente alpha. Hein, on voit ça dans un petit triangle où on a ici dy dx avec l'angle alpha, donc avec la tangente. Donc on voit bien que tangente alpha à l'ordre... non, tangente alpha, voilà, c'est dy sur dx, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Donc là, en fait, on récupère la dérivée seconde. Donc en divisant par muel, on va récupérer d2y sur dt2 plus lambda sur muel dy sur dt, donc est égal à t0 sur muel d2y sur dx2. Alors j'ai déjà mis en équation, sans ce terme supplémentaire, la corde vibrante, donc on voit que le terme supplémentaire, c'est celui-là, et on reconnaît, par analyse dimensionnelle d'ailleurs, ici la célérité au carré de l'équation de D'Alembert, puisque là on a la dimension de y sur une distance au carré, là on a la dimension de y sur un temps au carré, or ces deux termes doivent être de même dimension, donc on voit que pour compenser, entre guillemets, ce terme-là est bien identifiable à une célérité au carré, mais attention, à cause du terme supplémentaire, cette célérité ne pourra plus s'interpréter comme étant la vitesse de phase, la vitesse de groupe, la vitesse de propagation de l'onde. On va voir que c'est plus compliqué. On peut définir un temps caractéristique, puisque finalement, là aussi par analyse dimensionnelle, directement sur l'équation différentielle, on s'aperçoit que donc, ce terme c'est la dimension de y sur un temps au carré, dimension de y sur un temps, donc ça c'est l'inverse d'un temps, comme on l'avait d'ailleurs annoncé ici, donc on va poser 1 sur taux est égal à lambda sur muel, et donc on se retrouve avec très exactement l'équation que l'on avait prévue. Donc c'est la première étape de cette résolution, établir l'équation de D'Alembert, mais ici donc on a un terme supplémentaire qui la rend d'ailleurs non invariante par renversement du temps, comme on dit, un peu comme l'équation de diffusion. Et donc ça veut dire qu'avec ce terme d'amortissement, eh bien, elle devient la description d'un phénomène thermodynamiquement irréversible. Alors l'étape d'après, c'est donc d'écrire l'équation de dispersion, c'est-à-dire qu'on va chercher l'équation vérifiée par le vecteur d'onde, la norme du vecteur d'onde, d'une onde plane progressive harmonique qui se propagerait le long de cette corde. Et comme l'équation est linéaire, eh bien, on va la plonger dans les complexes. Donc à la grandeur réelle y de x et de t, on associe une grandeur complexe y bar de x et de t, donc pour une onde plane progressive harmonique se propageant dans le sens des x croissants, donc de la forme exponentielle j oméga t moins kx, et éventuellement on peut mettre un déphasage dans l'amplitude complexe de cette onde. Alors, quel est l'intérêt de la notation complexe? À chaque fois qu'on utilise la notation complexe, quel que soit d'ailleurs le domaine de la physique, c'est toujours pour une seule raison, c'est pour transformer une équation différentielle linéaire, à coefficient constant ici, en des sommes et des produits. Alors pourquoi? Parce que dériver par rapport au temps une telle onde revient à multiplier son amplitude complexe par j oméga. Alors là aussi, attention à la convention qui est choisie. Ici, j'ai choisi j oméga t moins kx. Dérivé par rapport à x est multiplié par moins jk. Dérivé deux fois par rapport au temps. Alors là, attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. C'est j oméga au carré, donc c'est moins oméga carré. Et dérivé deux fois par rapport à x, donc c'est moins jk
au carré, mais attention, là, les moins ne vont pas se compenser parce que moins jk au carré, c'est pareil que jk au carré, donc ça fait aussi moins k carré. Donc autrement dit, quelle que soit la convention choisie, quand on fait les dérivées secondes, eh bien c'est toujours moins oméga carré, moins k carré. Et donc, on peut reporter ça dans l'équation de dispersion. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est à trouver très rapidement les équations de dispersion. On n'est pas obligé de tout réécrire, parce qu'en fait, donc, quand on va dériver deux fois par rapport au temps y de x et de t, on va la multiplier par moins oméga carré, donc il y aura simplification par y partout, et donc directement, on obtient l'équation de dispersion de cette situation. Voilà. Et on voit bien que on retrouve, dans le cas où ce terme-là n'existe pas, c'est-à-dire quand on n'a pas d'amortissement, on retrouve bien la relation de dispersion de l'équation de D'Alembert, K2 égale oméga 2 sur C2, donc ce qui nous rassure. Mais ce terme-là, évidemment, va tout changer, et on va voir qu'il va être responsable du phénomène de dispersion et du phénomène d'absorption. On va expliquer tout ça ensemble. Alors, on va peut-être le réécrire sous la forme K carré est égal à oméga 2 sur C2 moins J oméga sur tau, qu'on pourrait aussi réécrire oméga 2 sur C2 facteur de 1 moins J sur oméga fois tau. Donc voilà une façon agréable d'écrire ce qu'on appelle donc l'équation de dispersion. Alors l'équation de dispersion, c'est la relation qui lie de façon générale K, la norme du vecteur d'onde, à la pulsation oméga. Sache d'ailleurs que parfois, dans certaines circonstances, on trouve, quand on résout le même type de problème, plutôt une relation oméga en fonction de K. Donc on va dire de façon générale, la relation de dispersion, c'est ce qui lie oméga et K, soit K en fonction d'oméga, soit oméga en fonction de K. Alors pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, première chose, on s'aperçoit que K ne peut pas être réel et satisfaire cette équation. Voilà pourquoi on avait adopté dès le départ la notation complexe. Donc ça veut dire que K en réalité va être complexe et on peut l'écrire K', donc sa partie réelle, plus J fois sa partie imaginaire. Et sa partie réelle, sa partie imaginaire, on n'a pas trop envie de résoudre ce truc-là, mais bon, on va peut-être être obligé quand même. Mais on va déjà extraire la physique avant même de résoudre, parce qu'on n'est pas obligé de résoudre pour vraiment déjà expliquer la physique de cette situation. Donc K' et K secondes vont dépendre de oméga. Alors, quelle est la physique contenue dans le fait que K soit complexe? Eh bien, c'est pas difficile. On va voir qu'un K complexe signifie qu'on va avoir un phénomène d'absorption, d'atténuation de l'onde et de dispersion. Alors pour le voir, c'est très très simple. Il suffit de remplacer K complexe dans Y bar de X et de T. Donc on va avoir exponentielle J oméga T moins, donc je remplace K par K' plus J K seconde de X. Et donc je remarque que là j'ai J multiplié par moins 1. Donc je peux sortir l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Je peux sortir ce qui est réel et garder ce qui est complexe. Et donc voilà comment s'écrit Y bar de X et de T. Alors bien sûr, on ne perd pas de vue que ce qui a de la signification physique, c'est la partie réelle. Les complexes ne sont qu'un intermédiaire de calcul dans cette situation. Donc ce qui a de la signification physique, c'est la partie réelle de Y bar de X et de T. Allez, on va supposer que Ym est réel pour simplifier. Donc ça va faire Ym K seconde X. Et là, donc, on prend la partie réelle de l'exponentielle complexe. Cosinus oméga T moins K'X. Donc voilà cette onde. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que devant, il y a une exponentielle. Tout à l'heure, on va montrer que le produit K' K seconde est nécessairement négatif. Donc pas de panique, on n'a pas une onde qui augmente exponentiellement comme on pourrait peut-être le penser quand on regarde cette formule. En réalité, quand K' est positif, cette onde se propage dans le sens des X croissants et K' K seconde sera négatif à ce moment-là. Donc on pourrait poser K seconde est égal à moins 1 sur delta, ce qui fait que cette exponentielle en fait s'écrit moins X sur delta
Et donc, on a une onde qui est atténuée, une onde progressive harmonique atténuée dans le sens des x qui se propage dans le sens des x croissants. Donc, on a deux enveloppes, plus ou moins ym exponentielle moins x sur delta. Et donc, cette onde, elle est atténuée dans le sens des x croissants et elle se propage. Ça veut dire que si on la regarde un petit peu plus tard, voilà, elle a avancé parce que sous ces enveloppes exponentielles, elle se propage avec une certaine vitesse de phase. Donc déjà, l'atténuation, ça c'est le phénomène d'absorption qui est directement lié à la présence des frottements, l'amortissement. Et puis, donc, la vitesse de phase, elle, c'est ce qui est responsable, c'est ce qui nous montre la propagation de cette onde. Alors, on peut retrouver très simplement cette vitesse de phase en disant que si en négligeant le phénomène d'amortissement, la phase de l'onde sera la même à un instant t1 en un point x1, donc par exemple un maximum, qu'à un instant t2 en un point x2, si et seulement si la phase du cosinus est la même. Donc voilà pourquoi on appelle ça la vitesse de phase, c'est la vitesse avec laquelle la phase se propage. Et donc cette vitesse de phase, c'est bien sûr delta x sur delta t, c'est-à-dire x2 moins x1 sur t2 moins t1, et on voit que ça fait oméga sur k, en identifiant les phases ici du cosinus, du terme de propagation. Et donc c'est comme ça qu'on démontre l'expression de la vitesse de phase, oméga sur k. Alors oui, bien sûr ici c'est k', bien sûr. Donc c'est toujours k', la partie réelle de k, qui intervient dans la définition de la vitesse de phase. Donc, on a une certaine vitesse de phase. Et alors, le phénomène de dispersion, qu'est-ce que c'est? Bien, le phénomène de dispersion, c'est quand cette vitesse de phase devient une fonction explicite de oméga. Alors bien sûr, déjà dans la définition de la vitesse de phase, très souvent ça, les étudiants ne comprennent pas trop, ils disent mais il dépend de oméga, c'est oméga sur k'. Oui, mais en fait, quand on dit que la vitesse de phase dépend ou non de oméga, on veut dire une fois qu'on a remplacé par la relation qui lie k' à oméga. Si k' c'est oméga sur c, à ce moment-là, la vitesse de phase vaudra c et finalement Vφ ne dépend pas de oméga. Donc quand on dit que la vitesse de phase dépend ou non de la fréquence, de la pulsation, eh bien ça signifie c'est quand on a remplacé grâce à l'équation de dispersion k' en fonction de oméga. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on appelle cette relation la relation de dispersion. Donc, de deux choses l'une, ou bien quand on remplace k' en fonction de oméga, on n'a pas encore fait le calcul, on n'a pas encore séparé partie réelle, partie imaginaire, mais la vitesse de phase dépend de oméga, c'est ce qui va se passer ici, parce que k' ne sera pas simplement proportionnel à oméga. Et donc, si la vitesse de phase dépend de oméga, ça veut dire que chaque fréquence, chaque pulsation se propage à sa propre vitesse. Et je suis en train de faire une série de vidéos sur les paquets d'ondes polychromatiques, ça veut dire superposition de plusieurs fréquences différentes. Eh bien, si chaque composante monochromatique se propage à sa propre vitesse, le paquet d'ondes va se déformer puisque certaines fréquences vont aller plus vite que d'autres dans le paquet d'ondes et donc il va généralement s'étaler. Et donc c'est le phénomène de dispersion. Donc de deux choses l'une, ou bien la vitesse de phase dépend de oméga et on est dans un milieu dit dispersif, ou bien elle n'en dépend pas, comme dans le cas de l'équation de D'Alembert avec k égale oméga sur c. À ce moment-là, le milieu est non dispersif. Donc ici, il y aura dispersion et il y aura aussi atténuation de l'onde, donc absorption. Et dans la pratique, dans la plupart des milieux, il y a à la fois dispersion et absorption d'une onde. Je dirais que l'équation de D'Alembert, c'est un peu le modèle de l'oscillateur harmonique non amorti dans un autre contexte. Donc c'est un cas idéal qui sert de base et après donc on le modifie en rajoutant très souvent ces termes supplémentaires. Voilà, donc dispersion, absorption. Alors évidemment pour que la conclusion de l'exercice soit complète, ce serait satisfaisant qu'on obtienne les parties réelles, parties imaginaires de k pour vraiment tenir concrètement dans ce cas-là le phénomène de dispersion et d'absorption, calculer la longueur caractéristique delta de l'atténuation de l'onde, avoir l'expression de la vitesse de phase, etc. Alors en plus, il y a une petite astuce de calcul que peut-être je peux te livrer, donc on va le faire ensemble. Donc la méthode, on va dire la plus
évidente pour faire ça, ce serait donc d'écrire que K, c'est K' plus J K seconde et de développer le carré. Donc ça fait K' carré moins K seconde carré plus 2J K' K seconde. Et à ce moment-là, on obtient un système d'équations. On identifie partie réelle et partie imaginaire de l'équation de dispersion. Donc deux inconnus, deux équations. Alors évidemment, ce n'est pas un système linéaire, c'était un peu pénible. Et donc on a 2K' K seconde est égal à moins oméga sur taux. Donc là, on voit, comme je l'avais annoncé, que le produit K' K seconde est négatif. Alors, la méthode la plus évidente, ce serait de faire de la substitution, c'est-à-dire de remplacer K' en fonction de K seconde, et on voit qu'on aurait une équation bicarrée. Alors là, ce n'est pas très agréable. Et puis donc après, il faut résoudre et puis garder donc le couple de solutions avec des signes contraires pour K' et K seconde. Il y a une autre petite astuce que je te donne, c'est de travailler plutôt sur le module de K carré. Donc si on prend le module de toute cette relation-là, voilà ce qu'on va obtenir. Donc K' carré plus, et voilà, c'est dans le plus qu'est tout le secret de cette petite astuce, donc égale oméga 2 sur C2, racine carrée de 1 plus 1 sur oméga carré tau carré. Alors, donc si tu associes cette relation-là avec cette relation-là, eh bien, tu vois que tu as un système linéaire, mais en K' carré, K seconde carré. Tu peux faire la somme pour éliminer K seconde. Donc, ça va te faire 2K' carré est égal à oméga 2 sur C2 facteur de 1 plus racine de 1 plus oméga carré tau carré. Et donc, on va obtenir K' est égal à oméga sur racine de 2 fois C, racine de 1 plus racine de 1 plus oméga 2 sur tau 2. Donc voilà K'. Et donc en faisant une opération analogue sur K seconde, donc cette fois-ci en soustrayant ces deux relations, donc on pourrait faire ça moins ça, et bien voilà, on va juste avoir un moins ici. Donc ça va faire oméga sur C racine de 2, racine de moins 1 plus la même racine que celle-là. Donc voilà, on a, si on le souhaite, K', K seconde, on a la distance caractéristique d'atténuation. Alors, j'ai choisi ici K' positif, donc ici je vais choisir la racine négative, hein, puisqu'on a dit que K' et K seconde étaient de signes contraires, donc pour une onde se propageant dans le sens des X croissants, K' positif, K seconde et négatif. Bon, alors au-delà, c'est vrai, là, à la fin, là, ça c'est un petit peu technique, trouver K', K seconde, mais finalement, heureusement pour nous, la physique essentielle n'est pas dans l'expression de K' et de K seconde, l'expression précise, mais plutôt dans le canevas général de résolution. Donc pour conclure, je vais conclure sur ce canevas général, la méthode générale. Donc on établit l'équation de D'Alembert généralement par un découpage du milieu pour le cap coaxial, pour la corde vibrante, pour les ondes acoustiques dans les solides. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur tous ces sujets. Une fois qu'on a l'équation, on reconnaît l'équation de D'Alembert avec un ou plusieurs termes supplémentaires. On plonge cette équation linéaire dans les complexes, on cherche des solutions sous forme d'ondes planes progressives harmoniques en complexe. On est efficace dans l'établissement de la relation de dispersion par l'usage donc de la notation complexe qui transforme cette équation différentielle en produit et somme. On se rend compte que très généralement le vecteur d'onde est complexe. On a en tête les conséquences que cela a sur la tête des solutions réelles qui ont une signification physique, le phénomène de dispersion, la vitesse de phase oméga sur K', la partie réelle du vecteur d'onde, va dépendre de la fréquence explicitement et donc chaque composante monochromatique va se propager à sa propre vitesse. C'est le phénomène de dispersion et on aura aussi devant ce cosinus un terme d'amortissement dans le sens de propagation de l'onde. Et là, c'est le phénomène d'absorption, donc dispersion, absorption, les deux mots-clés de ce phénomène physique plus réaliste, puisqu'on a vu que quand on a étudié la corde de Meld, en particulier les oscillations forcées, on avait une divergence de l'amplitude des oscillations quand on ne raisonnait que sur l'équation de D'Alembert. Eh bien, effectivement, ce modèle-là, avec frottement, est beaucoup plus réaliste. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.